Je clique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Écovision et Stratégie. Pour ce webinaire de rentrée, j'ai le plaisir de retrouver Florent Babon, économiste. Bonjour Florent. Bonjour. Alors Florent, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernier webinaire en avril et tout particulièrement cet été. Dissolution suivie de législatives en France, baisse des taux de diverses banques centrales, des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont fait craindre l'éventualité d'une récession, une nouvelle candidate face à Donald Trump. Bref, on ne s'est pas ennuyé, je crois, Florent, que nous avons beaucoup à nous dire aujourd'hui. En effet. Nous allons passer 30 minutes ensemble. Vous connaissez le format, une première partie de 20 à 25 minutes pendant laquelle nous allons partager nos vues macroéconomiques et leurs implications en termes d'allocation d'actifs. Et puis une deuxième partie de 5 à 10 minutes de questions-réponses. Ces questions, je vous le rappelle, vous avez la possibilité de les poser dans les chats prévus à cet effet tout au long de ce webinaire. Alors Florent, pour commencer, je te propose de revenir en quelques mots sur les messages que tu nous avais fait passer en avril au cours de notre dernier webinaire. On est en septembre, est-ce que les faits t'ont donné raison? Bon, tu l'as dit en préambule, on ne s'est pas ennuyé en effet. Donc au mois d'avril, nous avions 3 convictions principales. La première, c'était de dire que le marché de l'emploi aux États-Unis n'était pas aussi vigoureux qu'il n'y paraissait. Donc si tu te souviens bien, à l'époque, dans le marché, il y avait ce narratif qui s'était construit autour d'une réaccélération du marché de l'emploi, réaccélération de l'inflation. Nous, on n'y croyait pas. Au contraire, on disait que le marché de l'emploi n'était pas aussi vigoureux qu'il n'y paraissait. Donc ça, pour le coup, on a plutôt eu raison. On y reviendra, mais ça a plutôt bien fonctionné. La deuxième conviction, assez forte celle-ci aussi, c'était de dire que la désinflation en zone euro allait s'accentuer. Pour le coup, on a eu, si je puis dire, la bonne direction, la bonne tendance, mais les chiffres ont été un petit peu plus élevés que ceux à quoi on s'attendait. Là aussi, on y reviendra. Et puis le troisième élément, c'était par rapport aux banques centrales, de dire que les motivations derrière les baisses de taux de la Fed et de la BCE n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que la Fed, nous anticipions un ajustement de politique monétaire, et la BCE, c'était beaucoup plus une nécessité pour elle de baisser les taux. D'accord, merci Florent. Alors, tu qualifies la vigueur du marché de l'emploi américain depuis un petit moment maintenant d'illusion d'optique. Est-ce que c'est pas un peu fort ça? C'est un peu fort, mais tu sais, dans mon métier, il faut utiliser des punchlines. Et en l'occurrence, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas totalement faux de dire cela. Alors déjà, le premier élément à regarder, et je pense qu'il faut s'y appesantir quelques instants, c'est la tension sur le marché du travail. Donc, un indicateur très simple qui apparaît à l'écran, c'est le rapport entre le nombre d'offres d'emploi non pourvues dans l'économie et le nombre de chômeurs. Donc, grosso modo, comment ça se lit? En mars 2022, on avait 2 offres d'emploi pour un chômeur. Donc, une tension sur le marché du travail extrême. Et d'ailleurs, sur le graphique, tu le vois très bien, la profondeur historique, elle est de quasiment 100 ans. On n'avait jamais vu ça, hormis durant la Seconde Guerre mondiale. Les seuls parallèles à peu près que l'on pouvait faire, c'était les précédentes guerres, à savoir la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. Et encore, on n'était pas sur les mêmes niveaux. Sauf que, comme tu peux le voir aussi, aujourd'hui, on est sur un niveau de tension sur le marché du travail qui est proche de 1, c'est-à-dire qu'il y a une offre d'emploi pour un chômeur, donc une tension qui a considérablement diminué. D'autre part, on est en dessous du plus haut atteint durant la mandature Trump avant la Covid. Donc ça, c'est le premier élément. Le marché de l'emploi s'est rééquilibré. D'autre part, quand on regarde la dynamique des créations d'emplois, en distinguant 2 parties du marché, à savoir les secteurs que nous qualifions de plus cycliques, donc c'est la proportion la plus foncée sur le graphique, et les secteurs les moins cycliques, donc tu vas avoir les secteurs gouvernementaux, d'éducation et de santé. Eh bien, on voit qu'effectivement, d'une part, la tendance de création d'emplois est nettement orientée à la baisse depuis quelques mois maintenant, mais surtout qu'il y a une disproportion
entre l'emploi cyclique et l'emploi non cyclique, à savoir l'emploi cyclique ralentit fortement. Donc on est vraiment sur un moment crucial, si je puis dire, sur l'emploi, où il y a un ralentissement très fort de l'emploi dans le privé. D'accord, mais alors du coup, Florent, est-ce que ça veut dire qu'on est à l'aube d'une récession aux États-Unis? Alors avant de répondre à ta question, je vais te poser une autre question. D'accord. Est-ce que tu t'y connais en physique quantique? Alors, pas du tout, Florent. Est-ce que tu connais l'expérience du chat de Schrödinger? Alors, j'en ai entendu parler. Alors, le rapport avec l'économie. Je vais te l'expliquer. En fait, l'expérience du chat de Schrödinger, c'est un peu glauque, mais ça ne s'est pas passé dans la vraie vue. C'est une vue de l'esprit. On enferme un chat dans une boîte C'est sympa, ça. avec une fiole de poison D'accord. et un dispositif qui a une chance sur deux de faire exploser cette fiole. Et donc, tant qu'on n'a pas soulevé le carton, la boîte en carton, on ne sait pas si le chat est mort, vivant ou bien les deux. En réalité, aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire que aux États-Unis, si je puis dire, l'économie est dans une boîte et les seules personnes qui peuvent véritablement soulever la boîte pour déterminer s'il y a une récession ou pas, c'est le NBER. Le D'accord. NBER, c'est un comité de personnes qui se réunissent et qui datent les récessions. Donc, toutes les parties grisées qui apparaissent à l'écran sont des récessions qui ont eu lieu par le passé. Le seul souci, c'est que le NBER date les récessions avec un certain décalage. C'est-à-dire qu'on observe les récessions une fois qu'elles se sont produites et surtout avec plusieurs trimestres de décalage. Et donc moi, mon métier, c'est d'une certaine manière d'essayer de voir à travers le carton, c'est surtout de déterminer si, oui ou non, effectivement, l'économie américaine est en récession. Et donc pour répondre à ta question, je ne pense pas que l'économie américaine est en récession, mais je dois avouer que la période est troublante. Parce que, alors là, on a décidé de vous montrer un indicateur spécifique qui s'appelle la règle de Sam, dont tu as sans doute déjà entendu parler parce que il y a eu un retentissement médiatique assez fort ces derniers temps autour de cette règle. Elle est très simple. On prend les 3 derniers mois du taux de chômage aux États-Unis, on en fait la moyenne, et on regarde ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois. On identifie le point le plus bas de taux de chômage sur les 12 derniers mois, et on retranche le premier au second. Et ça nous donne cette série statistique. Et lorsqu'on dépasse les 0,5%, on le voit d'ailleurs sur le graphique, on a de grandes chances d'être en récession. Cependant, quand on met une profondeur historique très large, très, très profonde, un peu comme tout à l'heure, près de 100 ans, on voit qu'il y a déjà eu des faux signaux par le passé. En juillet 2024, on a franchi ce seuil. Ça voudrait dire effectivement que l'économie américaine est entrée en récession. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi est-ce que le taux de chômage aux États-Unis a augmenté. Le taux de chômage aux États-Unis augmente parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent au marché du travail. On parle beaucoup d'immigration, mais on omet aussi de dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne participaient pas au marché de l'emploi auparavant et qui y participent beaucoup plus aujourd'hui, notamment les femmes, mais aussi la tranche d'âge des 25-54 ans. On a un taux d'emploi qui est énorme et même une participation au marché du travail qui est de plus en plus importante. Et cela se fait alors même que les licenciements n'ont pas augmenté de manière drastique. Donc ça veut dire que le taux de chômage augmente pour les bonnes raisons, si je puis le dire, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Et donc, si tu couples ça avec la consommation des ménages qui ralentit, certes, mais qui continue à être là, à être vigoureuse, elle ne s'effondre pas, la production industrielle et d'autres variables qui ne s'effondrent pas non plus, alors il y a assez peu de raisons de penser qu'on est en récession aux États-Unis. Ok, donc plutôt une bonne nouvelle. Et alors, du coup, si on regarde du côté de l'inflation, où est-ce qu'on en est? Alors, du côté de l'inflation, en réalité, j'ai repris exactement le graphique que nous avions mis en évidence en avril. Oui. Et pour moi, aux États-Unis, le problème sur le front de l'inflation, il est plutôt d'ordre méthodologique. On est plutôt face à une incertitude méthodologique. Incertitude méthodologique, pourquoi? Parce que il y a 2 manières, au moins, de mesurer l'inflation aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle le CPI et le PCI. Le PCI, c'est ce que regarde la Fed. Donc, quand elle dit qu'elle cible en moyenne une inflation de 2%, elle regarde le PCI. Mais il existe aussi le CPI, qui est un autre indicateur qui est construit de manière différente, on met pas tout à fait les mêmes choses dedans. Et alors, pour complexifier la tâche, les CPI nous indiquent la dynamique du PCI. Et il y a d'autres variables aussi qui rentrent en compte. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, d'ailleurs, on le voit sur le graphique, quand on se concentre sur les services hors immobilier, ils sont dans l'inflation, qui est dans l'inflation la catégorie qui est la plus persistante jusqu'à présent, on voit qu'on a quand même une différence de dynamique. D'un côté, donc les pointillés en bleu ont plutôt une tendance baissière. De l'autre, on a eu à un moment donné un pic assez important et c'est reparti à la baisse, mais il y a une différence assez fondamentale entre les deux. Et donc pour moi, le sujet pour l'inflation aux États-Unis, c'est que on est toujours dans la direction, voilà, on est toujours à la baisse, on est toujours face à un phénomène de désinflation, mais cette incertitude méthodologique fait qu'on a quand même du mal à lire les données et que ça va être très long.
Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, en tout cas dans le scénario central, c'est qu'on est toujours dans une désinflation aux États-Unis, et beaucoup plus longue que prévu. Ok. Alors, je te propose de partir de l'autre côté de l'Atlantique. Et je me souviens, tu as un avis assez tranché sur l'inflation en zone euro. Est-ce que tout s'est déroulé comme prévu? Alors, presque. D'accord. C'est vrai que nous avions en tête que l'inflation, durant l'été, allait atterrir à 2%, voire un petit peu en dessous. Quand je parle d'inflation, c'est l'inflation totale. Alors, il y a beaucoup de graphiques qui s'affichent à l'écran, mais je vais les commenter. Sur le graphique tout à gauche, on a une distinction entre la courbe bleu foncé, l'inflation totale, celle qui inclut l'énergie et l'alimentation, et l'inflation cœur. Donc, sur l'inflation totale, finalement, on est quasiment à 2, puisqu'au mois d'août, on est à 2,2%. Sur l'inflation cœur, on voit que ça stagne sur des niveaux aux alentours de 2,8, 2,9%. Et donc, cette différence d'inflation, en réalité, caractérise le fait qu'il y a une persistance, un peu comme aux États-Unis, des services. Donc, en zone euro, on a malgré tout des inflations qui est, d'une certaine manière, plus rapide, plus prononcée, parce que le choc d'offres, donc lié aux matières premières, aux tensions logistiques, a été beaucoup plus important, a expliqué une proportion beaucoup plus importante de l'inflation en zone euro. Donc ça, c'est derrière nous. Et puis d'ailleurs, les cours des matières premières aujourd'hui sont plutôt orientés à la baisse encore. Donc ça exacerbe même ce phénomène. Mais donc, la préoccupation majeure pour les marchés, pour les investisseurs, les économistes, les banques centrales, c'est plutôt l'inflation cœur. Et donc, sur le graphique qui apparaît juste au milieu, vous avez différentes manières, finalement, de mesurer l'inflation domestique, l'inflation qui est vraiment dans l'économie. Donc, l'inflation cœur est une des manières de le faire, mais il y en a d'autres. Et ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs autres mesures d'inflation. Quand on regarde, par exemple, l'inflation qui est liée à l'activité économique en tant que telle, eh bien, on voit qu'elle est beaucoup plus orientée à la baisse que l'inflation cœur ne l'est. Donc, ça veut dire que, il y a euh, des pressions inflationnistes domestiques qui sont en train de s'abattre. Ça va plutôt dans notre sens de dire que la désinflation va être plus rapide en zone euro et qu'elle va se poursuivre. Et d'autre part, ce que l'on observe là sur le graphique de droite, cette fois-ci, en se concentrant plutôt sur la courbe en pointillé, c'est que les prix de vente anticipés par les entreprises, en tout cas la manière, le pricing power que les entreprises ont, est en train de diminuer aussi. Donc ça veut dire que là aussi, dans les services, on va avoir une modération. Et d'ailleurs, on a aussi une modération dans les salaires, qui sont une partie importante des ingrédients qui font de l'inflation dans les services. Et donc là aussi, on anticipe que l'inflation dans les services va progressivement diminuer et va contribuer à ce que la désinflation s'accentue en zone euro. Donc, ce point de vue-là, on n'a pas changé, si ce n'est qu'effectivement, les chiffres en absolu ont été un petit peu plus élevés que ce à quoi je m'attendais. D'accord. Alors, tu as parlé un moment d'activité. Alors, justement, l'activité en zone euro, ça donne quoi? Alors, ça a été plutôt décevant, parce que si tu te souviens bien, au mois d'avril, on avait dit, première partie d'année, pas top, pour simplifier les choses, et puis, début d'une amorce de reprise conjoncturelle au troisième trimestre. Or, ce que l'on voit, c'est que même le troisième trimestre est assez compliqué en Europe. On a des données économiques qui ne sont pas très bien orientées. On a l'impression que l'Europe est engluée dans une situation économique morose qui est principalement liée à l'environnement de taux. On a quand même quelques raisons d'espérer qu'il va y avoir du mieux. La première d'entre elles, c'est de regarder ce qui se passe du côté de la confiance des consommateurs. Alors, comment se lit ce graphique? Lorsqu'on atteint 0, c'est qu'on est à la moyenne de confiance du consommateur qui prévalait avant la Covid. Donc, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on est encore dans une situation déprimée pour le consommateur. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres du PIB. La consommation explique une infime partie, voire même n'explique plus grand-chose de la croissance aujourd'hui en zone euro. Mais on voit quand même qu'avec la baisse de l'inflation et le fait que la Banque centrale européenne a enclenché son mouvement de baisse de taux, ça va donner un peu de baume au cœur, si je puis dire, aux ménages européens. Et donc, on pourrait espérer, plutôt d'ici la fin de l'année, que la situation s'inverse. Mais encore une fois, et on y reviendra tout à l'heure, pour moi, la variable principale, c'est bien entendu l'environnement de taux. D'accord. Alors, juste un petit focus sur la France. Tu as parlé d'activité en Europe. Est-ce que la situation politique en France, d'un certain côté, peut avoir un impact négatif sur l'activité? Alors, pour le moment, dans les statistiques, on n'observe pas véritablement d'impact de l'incertitude politique. Toutefois, quand on réfléchit un petit peu à ce qui peut se passer, à ce qui pourrait se passer, pour moi, le canal de transmission de l'incertitude politique vers l'économie, il se fait plutôt du côté des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises pourraient être tentées, et d'ailleurs, dans les enquêtes, on en a un petit peu les prémices, de décaler leurs investissements, ou même tout simplement de les stopper. Parce que l'incertitude politique fait qu'on n'a pas de visibilité sur les mesures qui vont être annoncées, la taxation, etc. Pour les ménages français, on pourrait avoir le même raisonnement, mais en réalité, j'ai évoqué tout à l'heure l'inflation et l'environnement de taux, je pense que ces variables-là sont
plus prégnant dans le raisonnement. Mais donc, l'incertitude politique en France, oui. D'ailleurs, l'INSEE a révisé à la baisse ses prévisions de croissance. C'est pas anodin. C'est-à-dire qu'effectivement, l'investissement des entreprises ne va pas fort déjà, en zone euro et en France. Et donc, effectivement, l'incertitude politique n'arrange pas les choses. Et de la même manière pour le consommateur. Mais je pense qu'il faut contextualiser les choses aussi à un environnement plus global. Encore une fois, je reviens là-dessus, l'environnement de taux, que ce soit en Europe ou même dans le monde entier, est un facteur déterminant. Et donc pourrait compenser d'une certaine manière aussi les incertitudes politiques. Et d'ailleurs, on ne connaît toujours pas de gouvernement en France, etc. Donc moi, je ne fais pas de politique fiction là-dessus, mais effectivement, on ne voit pas de choses dans les statistiques pour l'instant. Mais indéniablement, le canal de transmission, il est celui que j'ai donné, et donc ça pourrait avoir un impact. Ok. Je te propose de partir maintenant en Chine. J'entends beaucoup de choses sur la faiblesse de la croissance en Chine, des problématiques liées à l'immobilier, au manque d'inflation. Je sais que tu as toujours été un peu plus pessimiste que le consensus, notamment sur la Chine. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, et d'ailleurs, les récentes données qui nous sont parvenues là, ces derniers jours ne montrent pas de francs signes de rétablissement de la croissance économique en Chine. Donc on aurait pu pardon, vous mettre des choses très compliquées à l'écran, mais on a préféré mettre simplement l'inflation. L'inflation, pour moi, c'est vraiment le symptôme de ce qui se passe en Chine, où on voit qu'effectivement l'inflation est en absolu sur des niveaux beaucoup plus faibles qu'auparavant. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elle est plutôt orientée à la baisse, et notamment l'inflation cœur. Donc on en a parlé tout à l'heure pour la zone euro, mais en Chine, c'est pareil. L'inflation cœur sert à mesurer d'une certaine manière l'inflation domestique. Et c'est important parce que ça veut dire que en Chine, il y a une politique de désendettement qui a été mise en œuvre avec la purge sur l'immobilier. On n'y revient pas, mais c'était le sujet. Et donc, il s'en est suivi une période de déflation, voire maintenant de faible inflation. Et ce que l'on voit, c'est que ça impacte le consommateur, ça impacte les entreprises. Récemment, j'ai lu un article dans le Financial Times qui montrait qu'effectivement, il y avait de moins en moins de création d'entreprises en Chine, dans le secteur de la technologie, je crois, notamment. Donc, il y a moins d'innovation, il y a une ferveur beaucoup moins forte du côté de l'entrepreneuriat en Chine. Donc, ça veut dire que les moteurs internes sont cassés. Et puis, ce que l'on n'arrive pas à voir non plus, c'est la volonté de la part des autorités budgétaires et monétaires de faire une relance que je pourrais qualifier de bazooka. D'accord, mais alors du coup, c'est que d'un certain côté, en même temps, ce serait pas bénéfique pour l'économie européenne que la Chine reparte? Intuitivement, effectivement, on pourrait se dire, si la Chine repart et qu'elle recommence à commercer avec nous, et notamment avec l'Allemagne, qui souffre en termes de production industrielle, eh bien, on pourrait se dire qu'effectivement, ce serait plutôt bénéfique pour la croissance européenne. Ça peut l'être. Sauf que mon point de vue et ma lecture des choses est un peu différente du consensus. C'est que, certes, ça peut engendrer plus de croissance pour l'Europe, pour le monde entier. Mais on est dans un moment charnière pour les banques centrales et même d'un point de vue du couple croissance-inflation. Et quand on regarde la littérature académique qui étudie ces sujets-là, on voit que lorsque la Chine repart, elle fait repartir aussi les industries dans le monde entier, elle fait repartir la croissance et elle fait repartir l'inflation. Et c'est notamment le cas aux États-Unis, où l'on voit que l'on peut avoir, à horizon 1 an, un impact de 0,4% de plus d'inflation. Donc, comme on a vu tout à l'heure qu'on avait du mal à véritablement lire les données d'inflation, et que certes, la tendance était orientée à la baisse, mais que c'était très lent et qu'on était loin de la cible, ça peut vouloir dire aussi que pour les banques centrales, si la Chine repart très fortement, ça n'est pas véritablement souhaitable. Parce que ça voudrait dire que ça les freinerait dans leur volonté de baisser les taux, voire même ils pourraient les remonter, on ne sait pas. Et pour les marchés, puisqu'on va en parler juste après, eh bien, le scénario qui avait été construit autour de tout cela pourrait être complètement chahuté. Donc pour moi, c'est un peu provocateur, c'est pour ça que je mets des guillemets. Ça n'est pas souhaitable. D'accord. Aujourd'hui, dans le contexte actuel. Ok. Donc si je résume un petit peu à ce stade des webinaires, tu n'as pas changé radicalement ton scénario depuis le dernier webinaire. On reste sur une poursuite de l'inflation un peu plus rapide en zone euro, un peu plus lente aux États-Unis. Si on reste aux États-Unis, un marché de l'emploi qui s'est effectivement refroidi, mais qui n'augure pas nécessairement d'une récession. Et puis enfin, s'agissant de l'économie européenne, des déceptions avec les données récentes, mais tu restes malgré tout relativement confiante pour une reprise sur les prochains trimestres. Je te propose maintenant de passer du côté des banques centrales. Est-ce que tu peux nous livrer tes prévisions banques centrales? Est-ce que tu es à l'aise
avec les anticipations du marché? Alors là, on est vraiment en prise avec l'actualité, puisqu'hier soir, la Banque centrale américaine s'est réunie et a décidé, alors je vais te confesser quelque chose, je n'avais pas prévu, effectivement, elle baisse de 0,50%, ça a été une sorte de surprise pour moi. En tout cas, moi, j'avais plutôt en tête 0,25, même s'il y avait beaucoup de rumeurs sur... Personne n'est parfait, Florent. Personne n'est parfait, exactement. Mais c'est important de le dire aussi quand on se trompe. Non, blague à part, on a toujours été dans le camp de dire que la Banque centrale américaine allait effectuer un ajustement de politique monétaire parce que, d'une part, il fallait suivre la baisse de l'inflation et donc ne pas avoir une politique monétaire trop restrictive, et d'autre part, parce que le marché de l'emploi, encore une fois, j'y reviens, n'était pas aussi vigoureux qu'il n'y paraissait. Donc finalement, en début d'année, on avait synthétisé ça en trois questions. Ce qui comptait pour les marchés, pour les investisseurs, c'était de se dire quand est-ce que les baisses de taux auront lieu. Donc ça, c'est bon, c'est derrière nous, c'est du passé. Pourquoi est-ce qu'elles auront lieu? On en a à peu près la réponse maintenant, marché de l'emploi et baisse de l'inflation. Mais finalement, aujourd'hui, ce qui compte le plus, et ce qui comptait déjà un peu avant, mais aujourd'hui le marché s'en rend beaucoup plus compte, c'est jusqu'où. Et ça, c'est très intéressant parce qu'hier soir, certes, la Banque centrale américaine a baissé ses taux de 0,50%, mais elle a aussi actualisé ce qu'on appelle les dots. Tu sais, c'est un document où il y a des petits points, où chaque petit point représente un membre de la Fed qui donne son avis sur la trajectoire à venir des taux directeurs en 2024, en 2025, en 2026 et sur le long terme. Donc chacun des membres de la Fed dit bah, moi je vois le taux directeur en 2024 à 4,5%, etc. Et quand on regarde les dots, aujourd'hui, les dots sont très dispersés. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement un consensus énorme sur la trajectoire à venir de la baisse des taux. Déjà pour 2024, on voit que c'est assez dispersé. Pour 2025, ça l'est encore plus. Et alors, ce qui m'a encore plus interpellé, c'est que depuis quelques réunions maintenant, depuis quelques trimestres, on voit que le taux d'intérêt directeur à long terme, ce qui est l'équivalent plus ou moins du taux neutre, est en train d'augmenter. Ça veut dire aussi que les membres de la Fed sont en train de se dire peut-être que le taux neutre, le point d'atterrissage des taux directeurs, a augmenté. Et donc finalement, pour le marché, qui lui est parti très vite sur des baisses de taux rapides et un point d'atterrissage aux alentours de 3% d'ici l'année 2025, c'est-à-dire qu'il pourrait être déçu. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec les anticipations de marché. C'est que pour moi, c'est un ajustement de politique monétaire et ça ne nécessite pas de répondre aussi fortement s'il n'y a pas de récession. Sur la Banque centrale européenne, je vais être très rapide parce que finalement, je n'ai pas nécessairement beaucoup changé le raisonnement. Pour moi, c'est plus une nécessité, baisse de l'inflation, économie asphyxiée à qui il faut donner un bol d'air. Et donc, pour moi, c'est plus une urgence de le faire maintenant et de voir comment les choses se déroulent d'ici 2025 et être un petit peu plus serein. Donc, c'est vraiment deux trajectoires différentes pour la Fed et pour la BCE. Et donc, effectivement, vous avez ici nos prévisions, mais c'est plutôt la logique derrière qu'il faut retenir. D'accord. Alors, une question que nous sommes beaucoup à nous poser, les élections américaines qui arrivent dans très peu de temps. Est-ce que le résultat de ces élections sont susceptibles d'avoir un impact sur la trajectoire de l'assouplissement monétaire? Très clairement, oui. Alors, on pourra dédier un webinaire en réalité sur les élections américaines, mais pour synthétiser les choses, avec toutes les ramifications qui existent entre le Sénat, le Congrès, etc. Si c'est Donald Trump qui l'emporte, même avec un gouvernement divisé, c'est un peu plus inflationniste, un peu plus de croissance dans un premier temps. Et on se souvient de ce qui s'est passé en 2018, mini-récession manufacturière, les taux avaient baissé ensuite et la Fed avait dû agir. Donc pour moi, il y a un sujet de savoir si c'est Donald Trump qui est élu, est-ce que la Fed va pouvoir poursuivre son assouplissement monétaire dans un premier temps. Donc c'est-à-dire plus de volatilité macro, c'est-à-dire plus de complications pour la Fed d'aller dans le sens où elle veut aller. Si c'est Kamala Harris, grosso modo, là je simplifie les choses au maximum, c'est à peu près neutre. Donc la Fed, plus sereine dans sa capacité à pouvoir ajuster la politique monétaire. Ok, merci Florent. Alors, chez Ecofi, tu participes aussi aux réflexions en matière d'allocation d'actifs. Donc là, on a parlé macroéconomie, banque centrale. Ce qui va intéresser aussi ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on fait dans ce contexte un peu atypique en termes de classe d'actifs. Et il nous reste 6 minutes. C'est ça, j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais aller droit au but. Bon, ce qui compte, c'est de savoir si on va avoir une récession aux États-Unis ou pas. C'est ça le sujet. Et donc, ça va avoir une importance sur la manière dont on a d'être proactif risqué ou pas. Et en l'occurrence, nous, comme on ne voit pas de récession dans notre scénario central, eh ben, on a plutôt tendance à être modérément positif sur les actions. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est négatif sur les taux d'intérêt.
Alors certes, peut-être que le taux à 10 ans américain n'est pas tout à fait au niveau où il devrait être. Il y a un risque, à mon avis, haussier, parce que justement, je parlais des anticipations de politique monétaire. Mais on peut réfléchir on peut réfléchir là-dessus sous un autre angle aussi, c'est qu'il y a du portage, ou pas. C'est quand même radicalement différent par rapport à l'avant-Covid. C'est-à-dire qu'il y a du rendement embarqué maintenant dans la classe d'actifs obligataires. Et puis d'autre part, si on se dit malgré tout qu'il y a une possibilité qu'il y ait une récession aux États-Unis, la corrélation entre les actions et les obligations pourrait redevenir moins pénalisante qu'en 2022 parce que l'incertitude sur la croissance économique dominera l'incertitude sur l'inflation. Donc, en termes de construction de portefeuille, on peut voir les choses de cette manière-là aussi. Alors justement, est-ce que tu peux rentrer dans le détail, notamment sur le taux, le crédit, un peu, nos vues pour ces Bon. Alors, notre métier est un peu ingrat, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses du jour au lendemain qui chamboulent un peu les prévisions. Donc là, c'est les prévisions au 28 août. Donc, je ne vais pas forcément les commenter, même si, à mon avis, on est quand même plus ou moins là-dessus. L'idée, c'est de dire qu'on est plutôt sur une stabilisation, voire, je l'ai dit, un léger risque haussier sur les taux américains. Mais donc, sur le souverain, il y a du portage et il n'y a pas nécessairement de risque de hausse très forte. Mais à ce stade, sur les taux européens notamment, pas de baisse très forte non plus à anticiper. Là où c'est plus intéressant, c'est ce qui se passe du côté du crédit. Et alors là, c'est des simulations que réalise notre équipe de crédit sur des classes d'actifs, en l'occurrence ici sur l'investment grade. On a des espérances de rendement qui sont globalement similaires entre l'investment grade européen et le high yield européen. Et donc, en termes de couple rendement-risque, on est beaucoup plus à l'aise, si je puis dire, avec l'investment grade, donc les obligations de bonne qualité. Donc, on aurait plutôt tendance à privilégier l'investment grade par rapport au high yield. D'accord, merci Florent. Alors, je profite de ce petit moment de publicité. Je me permets de vérifier ce que tu viens de dire pour rappeler justement que nous avons, entre autres, chez Ecofi, une stratégie qui permet de profiter des conditions de marché sur le crédit que tu viens d'évoquer. Il s'agit du fonds Ecofi Crédit Short Duration, qui est un fonds crédit court terme et série 2, un horizon de placement de 12 mois, et qui justement investit au minimum à 75% dans les papiers dits investment grade dont tu viens de parler, qui a aussi la particularité de pouvoir aller chercher un petit tilt de rendement grâce à la capacité qui est laissée au gérant de se positionner jusqu'à 25% sur du high yield. Le taux de rendement actuariel au 15 septembre est de 3,96% brut de frais de gestion. Et je vous rappelle que ce taux de rendement actuariel ne constitue pas un engagement contractuel et vous est communiqué à titre indicatif. Si on regarde du côté des actions, Florent, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense qu'il faut contextualiser ce qui se passe sur le marché d'actions en regardant ce que j'appelle, moi, alors c'est pas très académique, je peux me faire taper sur les doigts là-dessus, la prime de diversification. En grosso modo, en fait, je compare la performance des indices par capitalisation boursière et la performance des indices équipondérés. Donc, un indice où chacun des titres à l'intérieur a le même poids. On sait que par exemple aux États-Unis, il y a quelques sociétés qui représentent une majeure partie de l'indice des actions américaines. Et donc, sans surprise, c'est les graphiques de droite qui le montrent, les actions américaines, la prime de diversification est négative. C'est-à-dire que ça illustre le phénomène de concentration des performances. Mais ce que l'on remarque aussi, c'est que depuis quelques temps, on a une forme de rotation qui commence à s'opérer, où l'on voit que les derniers corvées, pour parler un peu crûment, sont en train de remonter. À la faveur des baisses de taux, à la faveur potentiellement du ralentissement économique, d'une moindre euphorie aussi sur l'intelligence artificielle. Et donc on a comme ça, même en dehors des États-Unis, c'est le graphique de droite qui nous montre, une rotation. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que la variété des performances, d'une certaine manière, augmente. Et donc la concentration diminue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a aujourd'hui une décote qui est absolument inédite. Alors, on avait déjà montré le graphique et il était un tout petit peu plus haut en avril, mais on a une décote qui est d'une ampleur inédite entre les actions de la zone euro et les actions américaines. Donc, si l'on considère qu'effectivement, cette décote est une justification pour, en relatif, favoriser l'Europe plutôt que les États-Unis, qu'en même temps, la Banque Centrale Européenne, selon nous, va baisser davantage les taux par nécessité, en redonnant un coup de fouet à l'économie, qu'en 2025, on va s'approcher tout doucement de la croissance potentielle, tous ces éléments du bout à bout font que on pourrait avoir effectivement un rebond des actions européennes, enfin des actions de la zone euro par rapport aux actions américaines. Donc on reste toujours dans le même schéma, et qu'on reste neutre sur les actions américaines, pas négatif, mais qu'en relatif, on est davantage beaucoup plus positif sur les actions de la zone euro que sur les actions américaines. Ok, donc une belle opportunité à saisir sur les actions de la zone euro. Et justement, deuxième moment de publicité, parce que difficile de ne pas vous le parler en avant-première d'un fonds qui va changer de nom d'ici quelques jours, qui s'appellera Ecofi Smart Transition.
Ecofi Smart Transition, c'est un fonds action zone euro, justement, investi dans des entreprises qui respectent la trajectoire 1,5 degré et qui a la particularité, via un processus de gestion quantitatif, de limiter l'écart de performance avec les marchés actions européens. Donc, en résumé, on est sur un fonds qui bénéficie de toute la méthodologie d'analyse ISR d'Ecofi, qui vise à respecter la trajectoire 1,5 degré tout en limitant l'impact sur la performance de certains biais sectoriels que l'on peut retrouver dans des fonds très engagés d'Ecofi. Et le fonds est article 9 SFDR et labellisé ISR. Petit message pour Lydia de la conformité. Je vous rappelle que les références à un label ou une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. Bien, merci beaucoup Florent pour ces éclairages. Je te propose, et on vient juste de dépasser ta ligne, de répondre au moins à une question. Ok. Je vais aller regarder. J'ai encore été trop bavard. Allez, en 30 secondes. Allez. Vous avez parlé des incertitudes politiques en France. Quel pourrait être l'impact sur l'écart de taux entre la France et l'Allemagne? 30 secondes, Florent. C'est une bonne question, j'en ai pas parlé. Il y a plusieurs échéances qui arrivent pour les agences de notation. En octobre et en novembre, on va avoir une réévaluation de la note en France. On sait qu'on est aussi dans une procédure de déficit excessif avec la Commission européenne. On sait qu'on n'a pas de gouvernement non plus et que les négociations sur le budget arrivent. Donc ça risque de remuer un petit peu. Néanmoins, si on est modérément optimiste, on peut se dire que l'écart de taux aujourd'hui entre la France et l'Allemagne reflète déjà ces choses-là. Et donc il y a un risque que ça s'écarte un peu plus, mais pas énormément. Et donc, effectivement, le pire n'est jamais certain et on peut espérer qu'il va y avoir un compromis là-dessus. Mais c'est effectivement un sujet majeur, celui du budget, celui de la trajectoire de la dette en France. Et d'ailleurs, ça peut aussi avoir des impacts sur la croissance économique. Ok, merci beaucoup Florent. Bon, on a dépassé le timing qui nous était imparti et nous n'avons pas de nouveau pu répondre à l'ensemble des questions posées dans le chat pendant ce webinaire. On vous propose de revenir directement vers vous pour y répondre et bien évidemment, l'ensemble des équipes commerciales d'Ecofi se tiennent à votre entière disposition. Merci beaucoup Florent. Merci. Pour tes éclairages toujours très pertinents. Et un grand merci à vous tous qui participez toujours plus nombreux à ce webinaire. Très bonne journée et à bientôt. Bonne journée.